En 2001, il a été élevé au grade de commandeur de l'ordre de l'éléphant blanc par le roi du Cambodge. Dans la culture bouddhiste, l'éléphant blanc est l'animal sacré qui incarne la prospérité, le bonheur et l'harmonie. Plus qu'un animal, c'est devenu pour lui un symbole, c'est devenu son totem, le totem de celui qui sort du troupeau. Son métier, chirurgien cardiaque, son nom, professeur Alain Deloche, aujourd'hui dans VIP. Professeur, bonjour. Je n'ai rien à ajouter. Bien, et bien cette émission est terminée. Comment allez-vous? Mais bien, l'éléphant blanc va bien. L'éléphant blanc va bien. C'est vrai Oui. quand vous avez reçu dans cette même émission il y a 6 ans, Oui. déjà avec un livre dont le titre parlait d'éléphant blanc, là vous revenez avec un tout nouveau Extrait, livre. un dessin. Un éléphant blanc. Ça ne change pas de couleur, hein. C'est chez Michel Lafon, où on raconte, et on va raconter tout au long de cette émission, cher professeur Alain Deloche, toute votre passion pour la chirurgie cardiaque que vous avez connue à ses prémices, et puis surtout ce formidable réseau que vous avez mis en place, pas tout seul bien sûr, mais qu'on appelle la chaîne de l'espoir, et qui permet d'opérer des enfants dans le monde entier, des enfants avec des malformations, souvent nés avec des malformations cardiaques. Cardiaque, oui. On va évoquer tout cela avec vous. Une petite remarque sur l'éléphant blanc. Ouais. C'est que, source de bonheur, mais surtout, il écarte le malheur. Il écarte le mal. Pour un médecin, c'est mieux. Et vous savez que le dernier geste, lorsqu'on inaugure un hôpital au Cambodge, c'est de sceller devant la porte un éléphant blanc pour écarter les mauvais esprits et le mal. Alors ça peut vous... C'est quand même à double tranchant, Alain, parce que dans la culture américaine, le white elephant, c'est plutôt le raté. Ça, d'accord. C'est Ça, une on en sorte de parlera. vilain petit canard qui est un petit peu en dehors du troupeau dans le mauvais sens du terme. C'est intéressant d'accord. comme ce totem que les autres vous ont attribué, vous, le French Doctor, que vous Oui, avez oui, été, on oui, en reparlera. oui. C'est intéressant comment les autres vous ont totémisé par rapport à Voilà. cette action que vous avez, mais qui vous va très bien, Oui. cet éléphant blanc. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique, c'est pas très bon non plus. Ah, Mais c'est mon surnom. Donc l'Afrique va au-delà. C'est-à-dire, ils hésitent entre bon docteur blanc, curieux, surtout qu'il soit bon, hein, et éléphant blanc. Donc il faut un mix. alors dans cette émission, on va parler de beaucoup de choses. Oui. On va parler beaucoup de misère, on va parler beaucoup de maladies, beaucoup d'enfants qui sont morts, beaucoup d'enfants qui ont été sauvés aussi grâce à une médecine déjà qui a évolué, bien entendu, grâce à des gens passionnés qui s'y sont donnés. Puis à travers vous, finalement, Alain Deloche, on va parler aussi de tous les humanitaires. On va parler aussi, dans votre livre, vous en parlez beaucoup de ce que Beaucoup, c'est que d'être un j'insiste. humanitaire aujourd'hui. Oui. Que ce soit comme docteur, ou que ce soit une autre façon d'être humanitaire. Moi, je vais vous poser 2 grandes questions. D'abord, comment la médecine est entrée dans votre vie? Parce que quand vous étiez petit, c'était pas forcément gagné quand même. Non, c'était pas gagné du tout. Même, voilà, on peut le dire, ça peut Non, laisser j'étais plein d'espoir à plein de gamins. Je revendique le titre de cancre professionnel. Oui, voilà. Voilà. Mais j'attendais que ce soit vous qui le disiez. Mais je le dis, C'est mieux que si c'est moi qui le dis. C'est Je plus le poli. dis. Et un cancre qui était pas malheureux. C'est ça le pire. Et c'est vrai, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire médecine, c'était plutôt une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle. Mais le carnet scolaire n'allait pas en ma faveur. Donc finalement, je comprends mes parents. Et mon père me disait, tu devrais être instituteur. Il aimait bien ce titre, instituteur. Je dis, oui, ben, je vais tenter quand même la médecine. Alors, bien sûr, et quelques médecins dans la famille qui ont pu prendre le relais, en particulier de la famille Monod, qui ont poussé un petit peu. Et puis, finalement, le cancre s'est réveillé. Voilà, il suffit à un moment de trouver sa passion, Oui, je de crois. trouver ce pourquoi on est Pour fait. toutes Alors vous, les ça a été mères très qui ont- tardif. Hein. Pardon? Vous, ça a été très tardif. Oui. Pour rassurer tous Juste, les parents. limite. Ouais. Et donc, je rassure les parents, les mères qui ont des enfants un peu difficiles, il faut un déclic. Et ça a été quoi le déclic vraiment pour vous? Pas juste qu'il y ait des médecins dans la famille. C'est très curieux. Il y a un moment, j'ai dit, c'est ça. C'est dire, mais c'est ça. Je suis entré, je le dis souvent, en médecine comme en religion. C'est-à-dire, c'était presque excessif. Puis après, ben, comme j'avais une bonne mémoire, et que le cerveau était vide, en plus, donc, c'était encore plus. Mon disque dur n'était pas très chargé. Donc, la médecine
Bien plus comme étude. Mais avec déjà dans l'idée à l'époque, jeune étudiant, de se dire je suis peut-être là aussi pour aider mon prochain à aller mieux, peut-être pour sauver quelques vies. Parce qu'au départ, vous n'étiez pas parti vers la cardiologie, ça n'existait Non, quasiment pas. non, Vous étiez vers la médecine c'était le début. digestive. Oui. Et puis d'un seul coup, des rencontres Ce comme sont le des professeur rencontres, en Carpentier, particulier professeur Carpentier, voilà, fait que, qui vous réoriente. qui vous réoriente. Mais ça n'existait pas, la cardiologie, Non, quand vous... on était les pionniers. Mais oui. Alors, c'est vrai qu'à un moment, j'étais dans ce qu'on appelle le mou. Le digestif, on appelle ça le mou. Ah, le mou, d'accord. Voilà. J'étais dans le mou, je faisais une carrière tranquille et j'allais vers le mou. Et ça vous plaisait? Mais oui, il y avait des greffes de foie débutantes, tout ça. Non, c'était assez excitant pour un le jeune mou. chirurgien, Oui, quand même. déjà. Et un jour, je rencontre Carpentier. Et à ce moment, c'est le choc. Vous savez, c'est le chemin de Damas. Viens et suis-moi. Alors, le professeur Carpentier, à l'époque, c'était était jeune chirurgien brillantissime, Voilà. tel qu'il est aujourd'hui, mais 30 ans, il y a 30 ans. Et qui était Viens le et premier... suis-moi, c'est-à-dire que c'était exactement cela. Et j'ai suivi. Bien m'en a pris. Mais il a fallu que je me remette dans une autre spécialité. Et surtout, la chirurgie cardiaque à cette époque-là, dans les années 60, mais c'était l'aventure. L'aventure. Chaque opération durait plus de 10 heures, avec souvent des succès un petit peu rares, on va dire. Mais néanmoins, c'était le début. C'était une aventure. C'est terre inconnue. Aller dans la terre inconnue. Et on avait le profil des Américains qui y arrivaient, eux, pourquoi... Qui étaient beaucoup plus en avance en termes de Très chirurgie en avance, cardiaque. Hein. Le cœur était américain jusque dans les années 90, à peu près 2000. Vous racontez dans ce tout nouveau livre, Alain Deloche, que quand vous avez démarré, il y avait encore des infirmières en cornette. Ah oui. Oui, avec des techniques assez rudimentaires, finalement, pour Sœur tout. Marie-Josée. Ah. Au bloc opératoire, et ce qui m'étonnait, c'est la cornette en salle d'opératoire. Je veux dire, elle était peut-être pure, mais était-elle stérile? Quand on voit aujourd'hui un hôpital comme le Georges Pompidou à Paris, dont vous dites d'ailleurs dans votre livre, c'est déjà un hôpital dépassé. Alors que quand Dans il a sa été conception, construit, il est déjà dépassé, alors que ça c'est va une très machine vite, de guerre. Oui, machine de guerre. Et que vous comparez aux premiers hôpitaux Mais que moi, vous j'étais avez... en salle commune, moi, Ouais. quand même. Salle commune avec les sœurs et les religieuses. Ça, on dirait que je suis un dinosaure, quoi, non? Mais d'ailleurs, on vous appelle pas un peu le Oui, un peu, dinosaure, oui. Moi, j'accepte. le dinosaure Éléphant, du cœur. dinosaure. On reste avec le Bon, pachyderme on reste dans les gros mammifères. qui avance très très sûrement. Mais qui ne tombe jamais. Ah, qui ne tombe jamais. L'éléphant ne tombe pas. Et pourtant, des échecs, on va en parler, il y en aura eu. Il y a d'abord eu une aventure chez vous liée déjà au cœur. Comment sauver la vie de milliers d'enfants, et avec beaucoup d'échecs et beaucoup de succès aussi. À quel moment on s'intéresse au cœur, mais à l'autre bout du monde? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on va vers l'humanitaire alors qu'il y a déjà tellement à faire sur son propre territoire? Mais c'est un long cheminement quand même, ça ne se fait pas... D'abord, ma carrière de humanitaire, c'est ma rencontre avec Bernard Kouchner. Ouais. Il n'y a pas de doute. Donc là, c'était encore Viens et suis-moi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, vrai, les ça mêmes, s'est passé sont comme des ça. éléphants blancs, d'ailleurs, Kouchner et Carpentier. Ouais. Ils prennent des chemins de traverse. Et Bernard Kouchner, c'était Viens et suis-moi. C'était les boat people vietnamiens, oui, avec un bateau qu'il avait affrété, l'île de Lumière, tout à fait, sur laquelle tout à il avait fait. embarqué des French doctors. Alors, il vous a dit ça comment, Kouchner? Viens et suis-moi. D'accord. Et je le connaissais parce que j'ai fait mes études de médecine avec lui, donc je connaissais bien. Il m'avait invité à créer Médecins sans frontières. Vous avez été président? Oui, avec... Donc Bernard, viens et suis-moi, c'est dire, mais tu peux pas dans 15 jours, mais dans un mois. Donc je suis parti un peu forcé. On abandonne l'hôpital, c'était un peu compliqué, à cette époque-là, j'étais en carrière. Et puis me voilà en mer de Chine, dans un navire hôpital, l'île de Lumière. Il y avait une salle d'opération. Et on approchait les camps de réfugiés, parce qu'il y avait le travail en mer, puis auprès des camps de réfugiés. Et c'était magnifique. Et là, j'ai senti, comme déclic, qu'il fallait mieux que je mette au service de mon savoir-faire. C'est au service de, donc des enfants, bien sûr, mon métier, mon savoir-faire. Ça, c'était finalement assez simple. Et c'était un grand tournant pour éviter l'humanitaire hors de ma spécialité, si je puis dire. Mais la démarche reste quand même la même. Le fond de la démarche, c'est d'aller vers l'autre au bout du monde.
l'autre qui est malade, l'autre qui est malheureux, l'autre qui est miséreux, l'autre qui est orphelin. Mais moi, tout de suite, c'est quelque chose d'insupportable, mettez-vous à ma place. Je suis chirurgien cardiaque, je sais le geste. Je rencontre au Mali ou au Cambodge un enfant dont je fais le diagnostic de maladie grave, dont je connais l'issue, et je le laisse à son sort. Mais c'est pas possible. Vous voyez, le début, c'est l'indignation. Voilà, je n'accepte pas. Comment vous avez réagi la première fois que vous êtes sur ce bateau, l'île de Lumière, vous êtes avec les French Doctors, vous êtes avec Kouchner, les premiers arrivent, c'était votre première confrontation à la misère directement et à la peur, à l'angoisse, à la violence. C'était le voyage de l'enfer pour ces Vietnamiens. Ils partaient dans des conditions assez précaires, on va dire, avec des réserves de vivres pour quelques jours, alors qu'après ils se perdaient en mer. C'était les naufragés de la mort. Et nous arrivions et on les sauvait. Le terme, j'ai tout de suite senti ce que voulait dire sauver. Il y avait plein d'enfants. Ces Vietnamiens envoyaient leurs enfants, ils appelaient ça les enfants hameçons. Ils les envoyaient tout seuls, ils envoyaient leur avenir en mer de Chine. C'était une bouteille à la mer. Ah oui. Et ils avaient l'adresse de vagues cousins aux États-Unis brodée dans leurs shorts. Pour éviter le petit papier qu'on perd. Brodé l'adresse à Los Angeles. Et l'enfant était seul, il y a beaucoup d'enfants seuls. Donc c'était presque un voyage initiatique. Mais vous avez forgé toutes vos convictions finalement sur ce bateau. Assez rapidement, oui. Sur l'île de Lumière. Mais il y a une chose sur laquelle je n'ai pas transigé, parce que Bernard Kouchner, viens, non, Bernard, je fais carrière. J'ai voulu, c'est mon côté un peu paysan. Je fais carrière. Ça dure assez longtemps quand même. Et c'est une fois que la carrière se termine, lorsqu'on est nommé professeur par exemple, on se sent beaucoup plus libre. Ça a été au fond des séries de dates. Mais enfin bon... De faire carrière permet aussi d'avoir une aura qui permet peut-être aussi d'aller ramener les 2 millions fois qu'il faut pour aller construire tel hôpital à droite, à gauche. Parce que vous avez une philosophie, alors que vous appelez une philosophie du va-et-vient, que je trouve très intéressante, une philosophie humanitaire. Partir souvent, revenir toujours. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'humanitaire, on peut se dire, alors je fais quoi? À un moment, vous vous êtes posé la question de vous installer... Poser la question au Vietnam. Au Vietnam, dire, je me sens tellement bien dans ce pays, je m'y installe pas, je reviens... Pourquoi revenir? Et comment je fais pour durer sur le long terme aussi? Voilà. Parce qu'il y a et ça, c'était un débat personnel que j'ai eu, vraiment, oui. C'était évident que je devais rester au Vietnam. Évident. Un peu à l'image du docteur Schweitzer, qui est resté quand même, lui, 39 ans à Lambaréné. Et je me suis dit, finalement, je crois que c'est mieux de rentrer et de faire des allées et venues. C'est-à-dire que j'étais renforcé, c'était mon port d'attache quand même, l'hôpital. De ressourcement. Ah oui. Vous savez quand même, l'hôpital public, c'était ma famille. Moi, j'étais à l'hôpital, c'était ma vie. J'adorais l'hôpital, je l'aime toujours. Et la vie à l'hôpital, c'est un autre monde. Alors, vous venez d'évoquer un nom qu'on connaît tous, celui d'Albert Schweitzer. Alors, dans votre livre, il y a une série de photos, on adore toujours ça, évidemment, les cahiers photos dans les livres. Et là, on vous voit le plus simplement du monde en pèlerinage à Lambaréné. Non, mais écoutez, la légende. Dans le bureau de mon grand-oncle, Albert Schweitzer, un grand éléphant blanc. De mon grand-oncle. Ah oui. Oui, parce que, vous savez, les protestants ont des familles rapprochées. On arrive toujours à trouver un biais. Donc, je peux dire que c'est mon grand-oncle, oui, par la famille Monod. Donc, il y a une vraie filiation généalogique et mais surtout ma grand-mère m'a injecté du docteur Schweitzer régulièrement. En intraveineuse. Oui, en intraveineuse. Là, vraiment, c'était... Et c'est vrai qu'il symbolise beaucoup de choses. L'engagement, vous savez qu'il était théologien, musicien, et puis il a fait sa médecine. Il a commencé sa médecine à 33 ans, quand même. Et quel choc lorsque je me suis trouvé à Lambaréné. Donc, c'est juste pour dire, au milieu de du Gabon, au fin fond du Gabon. Il a fait 26 ans de brousse, lui, c'est ça? Plus que ça, presque 35 ans. Ah oui.
Et je me suis dit, quel courage de rester dans cet endroit perdu, le long de la rivière Ogooué. J'ai vu sa petite maison, son orgue, là où il vivait. Chapeau. En Je plus, crois à que l'époque. Et à l'époque, vous vous rendez compte. Et donc, c'était un repère dans ma vie. Oui, il n'y a pas de doute. Alors, un autre repère dans votre vie, vous venez de l'évoquer, vous dites, voilà, moi je suis d'origine protestante, et d'un autre côté, vous avez aussi beaucoup fréquenté les pays asiatiques, donc avec la religion bouddhiste, et vous avez réussi, comme vous le dites vous-même, à garder une certaine droiture issue du protestantisme, et chez les bouddhistes, vous avez pris la compassion. Et droiture, l'empathie ou la compassion. La compassion. J'aime beaucoup ce terme, la compassion. Je préfère ça à charité. La compassion, le père Sérac aimait beaucoup la compassion, hein, l'empathie. Père Sérac a fait toute sa vie en Inde. Toute sa vie en Inde. Vous l'avez connu, le père Sérac? Oui, maître à penser. L'empathie ou la compassion, c'est quelque chose pour un médecin d'essentiel. Parce que charité, je donne, il n'y a pas de retour. Vous voyez, l'empathie, c'est global. J'aime. Vous voyez, l'empathie, c'est pas loin. J'aime ce petit enfant qui est malade. La compassion, ça vient du latin compatire, oui. Souffrir avec. Voilà. Mais il faut dépasser la souffrance avec. Parce oui, que non, mais en plus, le petit gamin, il faut le soigner soulager, au bout d'un moment. Oui, il faut le soulager. Mais c'est vrai que pour moi, le protestantisme, c'est l'engagement. La droiture et l'engagement, alors. Oui, droiture et engagement. Et cette compassion, oui, le bouddhisme a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Alors après, si on va plus loin, il y a le karma. Ça, c'est un peu plus discutable, parce que si on a son karma qui vous destine à aller vers telle direction... vous savez, au Cambodge, un jour, une histoire. Donc, un jour, je perds un enfant qui est malheureusement décédé. Donc, et très occidental, je demande au jeune médecin cambodgien de voir la famille, d'expliquer. Et je vois la famille, et il souriait. Un peu le sourire khmer, mais un peu plus même. Bon, j'explique, vous savez, voilà, c'était très compliqué, très grave, etc. etc. Il sourit toujours. Et quand même un peu perturbé, je demande au médecin, mais alors, il sourit, je vais vous expliquer, il sourit, vous savez comme il parle, parce qu'il avait un mauvais karma. Et ce karma est terminé. Ah, j'ai dit, alors ça j'ai pris une leçon de vie, quoi. Le karma, le mauvais karma s'est arrêté. C'est pour ça que j'étais heureux. Et n'oubliez pas, à ce moment-là, ce qu'on m'a appris, c'est pour les plus pauvres surtout, le geste que le médecin doit faire, au titre de l'empathie, c'est de donner de l'argent pour assurer des obsèques correctes. Au niveau du karma, il y a une autre anecdote que j'ai relevée dans votre livre. Il y a un enfant qui, celui-ci, a vécu, sauf qu'on vous explique que son karma, c'est de mourir. Oui. Alors vous êtes un peu embêté parce que votre rôle de médecin, c'est quand même de lui sauver la vie, puis qu'a priori, vous pensez que ça va marcher. Et donc vous répondez, bah moi, mon karma, c'est quand même d'essayer de lui sauver la vie. Et après, ça pose des questions, parce que ces histoires de karma, on n'est pas forcément dedans. On se dit, mais alors j'ai changé le karma, etc. etc. Bon, au final, tout le monde s'en est accommodé, du nouveau karma du jeune homme. Mais c'est vrai que ça pose des questions philosophiques. Dit, on va voir quel karma va gagner. D'accord. Mais il n'a pas ri du tout. Hein. Mais il s'en est remis lentement. Le gosse, oui. Lentement, mais sûrement. Juste pour parler un petit peu de la malformation cardiaque, j'ai découvert en vous lisant que c'était un bébé sur 100, où qu'on soit dans le monde. Hein. Mais où qu'on soit, oui. Un bébé sur 100. Bébé sur 100, mais ça me paraît énorme, Alain. Ça vous paraît énorme? Non, c'est pas beaucoup. Non, le chiffre, il est là, il ne bouge que peu. On n'a pas toujours les raisons pour expliquer ces malformations, mais c'est important, et tous ces chiffres sont confirmés. Vous savez que maintenant, on fait l'écho anténatal au 2e mois de la grossesse. Et là, on retrouve toutes ces malformations, et là s'engagent des dialogues un peu délicats avec les parents, parce que maintenant, on peut dire, est-ce qu'on scelle l'avenir?
vous avez compris. Et quelles décisions on prend Très avec dur. tout ce que humainement Très ça dur. peut, et Très médicalement bien sûr, Très dur. ça peut Oui. engager. On pense évidemment à tous les parents qui sont concernés et qui nous écoutent au moment où on parle avec le professeur Deloche. On va faire une première étape dans cette émission. Alain, je vous ai demandé de venir, comme tous les invités, avec un objet. Ah, Alors vous, c'est la générosité incarnée, donc c'est plusieurs objets. Voici donc complément d'objets. Alors, il y a un petit sac. Tout est là. Il y a un petit sac à côté Alors d'abord, il y a, du fauteuil d'Alain Deloche. on laisse le livre d'Albert Schweitzer derrière moi. Ah, d'accord. Oui. Je peux- Non, ah, mais c'est c'était pas quoi un cadeau. Non, c'est pas un cadeau, Non, j'ai mais bien ça, compris. c'est un tirage limité. Hein. Mais c'est à un l'orée de livre la avec forêt une croix. vierge. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Vous voyez, c'est Albert Schweitzer qui Qui a écrit? Alors ça, je vous lirai les quelques passages à la fin. Ah bah Ce volontiers, quand vous voulez. Maintenant ou maintenant. ou- Ouais, allons-y, attendez. ça, Du Schweitzer dans le texte, on en parlait il y a peu de temps. Ah bah, Il a vraiment il a appartenu au professeur Schweitzer ou alors c'est un livre qu'il a proche écrit? de la famille, c'est un tirage très très limité. Ouais. Alors je garde ça comme un trésor, Une c'était un relique. cadeau, oui. Et vous avez Alors c'est la sélectionné- fin, nous sommes à Strasbourg en 1923. Ok. Il revenait du Gabon. Et je vous lis simplement les trois dernières lignes. Les trois dernières lignes, c'est... Il s'appelle comment le livre? Attendez, ça s'appelle À l'orée de la forêt vierge. À l'orée de la forêt vierge, Oui, d'accord. c'est un classique de Schweitzer. Et, mais ce tirage est particulier, vous voyez. Magnifique. À l'orée de la forêt vierge Oui. par Albert Schweitzer. Ok, je vous écoute. Et donc, les trois dernières lignes, puissions-nous être bientôt plusieurs médecins, envoyés aux quatre coins de l'horizon, par la confrérie de ceux que la douleur a marqués de son sceau. Bah, un précurseur de l'humanitaire, non? Tout à fait précurseur. Et je ne vous lis pas à l'intérieur, mais on retrouve toujours cette volonté de réparer l'injustice. Il avait tout vu. Hein. C'est fou parce que vous dites un précurseur de l'humanitaire et moi, Oui. en vous écoutant lire, Alain, je me suis dit, voilà, Alain Deloche est venu avec d'autres accomplir la Oui. prédiction, Oui, entre oui, guillemets, oui. du professeur Schweitzer. Il appelait de ses voeux ce que vous avez tous, ce qu'il a initié, que vous avez Oui. tous réalisé, Oui. plus en masse, Oui. plus tard. Non, mais ça, d'ailleurs, Bernard Kouchner en convient, c'est un des précurseurs. Il n'y a pas de doute. Puis pour notre génération, c'était quand même quelqu'un. Quoi. Alors, non, alors, je vous ai donné mes petits cadeaux. J'adore les cadeaux des enfants malades. Alors, on va aller très vite. D'abord, j'ai l'éléphant blanc de poche. Alors, ah bah oui, alors Voilà, de attendez. poche. Alors ça, c'est un cadeau que j'ai reçu au Cambodge d'une famille d'un enfant qui s'appelait Sotiet et que j'ai opéré. Et je ne sais pas comment ils ont su, ils m'ont donné cet éléphant blanc de poche que je devrais garder tout le temps. En même temps, il pèse son petit poids. Mais il pèse. Il est voilà, en pleine masse. Ah oui, c'est vrai que vous devez avoir des cadeaux, évidemment, quand vous sauvez Ah bah, les vies. les cadeaux en Asie, c'est très important. C'est très, vous voyez, il faut le toucher, puis on le remet là. Alors, je vous ai apporté quand même, pour ne pas faire toujours l'éléphant blanc, ceci est un cadeau des parents d'une jeune fille que j'ai opérée au Vietnam, qui était mourante, vraiment mourante. Et le jour de mon anniversaire, elle m'a donné ce dragon. À double La tête. famille, à double Un tête. dragon à double tête. Alors, faut savoir que je suis dans le calendrier chinois dragon, c'est-à-dire tous les 12 ans. Hein. Et lorsqu'on est garçon dragon au Vietnam, votre avenir est assuré. Ah bon? D'accord. Et alors, puisque vous avez bien une émission totale, complète, je vous rajoute sur le dragon la petite médaille Qu'est-ce que c'est que ça? qui est le frère du peuple. Donc ça, c'est une médaille Vietnamienne. Vietnamienne aussi. Vietnamienne, ça va avec le dragon. D'accord, ça va avec le dragon. Alors, vous avez tout, là. Ouais. Vous avez la médaille frère du peuple, quoi, un peu communiste, quoi. Comme, ouais, frère du peuple, ça vient. Mais le dragon l'emporte. D'accord. Ah, le dragon. Vous savez qu'il y a des femmes qui calculent leur grossesse pour l'enfant dragon. Ah non, je ne savais pas, Alain. Ah, si. Mais c'est vrai que je me remémore à présent que votre livre commence par une cérémonie. On suit plusieurs cérémonies Oui, de remerciements, oui. où les gens viennent vous remercier pour avoir construit un hôpital à tel Oui. ou tel endroit, avec des cadeaux un petit peu surprenants. Oui. Aussi, c'est plus que du folklore. Ils ont besoin. Ah oui, non.
faut... De dire merci pour ce que vous faites pour le pays. Tout à fait. Et vous savez que le cadeau, on l'accepte avec beaucoup d'humilité aussi. Faut... Voilà, mais j'en ai beaucoup. Je sais amener que quelques-uns qui... Formidable. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jour de mon anniversaire, c'est le jour de la fête nationale du Vietnam. Donc, comme par hasard. Comme par hasard. C'est quoi votre jour d'anniversaire, Alain? C'est le 2 septembre. Bien sûr. Fête nationale au Vietnam. Voilà, on aura appris voilà, quelque chose le dragon. D'anecdotique, mais important quand même dans cette émission. Le premier hôpital que vous avez décidé de construire, parce qu'il y a eu une étape avant de construire un hôpital. Au départ, on essayait on fait toujours d'ailleurs de ramener des enfants en France avec des familles d'accueil qui sont un maillon essentiel de cette chaîne. Ils viennent régulièrement encore maintenant. Hein. Voilà. On va fêter, on en est à plus de 4000. 4000 enfants qui sont venus en France. Depuis 20 ans. Accueillis justement par des familles. Les familles d'accueil, tout le circuit magnifique. Qui gèrent l'enfant le temps qu'il est là. Voilà. La chaîne d'amour. Qui gère toutes les suites post-opératoires, qui l'entourent jusqu'à ce que... Mais les médecins sont aussi impliqués. Hein. C'est une chaîne où chacun est impliqué. Et les navigants de Aviation Sans Frontières qui accompagnent l'enfant pendant le voyage, vous vous rendez compte? Qui accompagnent bénévolement sur leur temps libre. Bénévolement sur leur... temps libre, les enfants. C'est formidable. Pendant non, les si voyages. On a un petit doute sur l'humanité ou une petite touche de pessimisme sur l'humanité, vous venez voir une famille d'accueil, où vous regardez un enfant arrivé à Roissy, accueilli par la maman de France, vous pouvez à ce moment-là être plus optimiste. Vous dites que c'est beaucoup la chaîne de l'espoir, vous dites que c'est beaucoup une affaire de femmes et de mamans. Ah, ça c'est tout à fait vrai. Ouais. C'est la maman qui décide d'être famille d'accueil. Papa, il suit, mais il pleure lorsque l'enfant part à Roissy. Toujours. Quand l'opération s'est bien passée, qu'on le renvoie dans sa famille. Ça crée des liens très très forts, j'imagine, entre les familles d'accueil et ces enfants qui vont continuer leur vie à l'autre bout du monde, qu'on va peut-être d'ailleurs continuer de parrainer. Oui, on peut, ça se fait d'ailleurs. Certaines familles d'accueil, c'est pas obligatoire, mais certains peuvent le faire. Mais ces aventures humaines. J'ai vu des familles d'accueil accompagner les enfants jusqu'à la scolarité, jusqu'à l'université. Ouais. Ça, c'est formidable. Ça réconcilie avec l'humanité, ça. Alors, il y a cette version-là de la chaîne de l'espoir, et puis il y a la construction des hôpitaux. Et quand vous étiez venu dans cette émission, on avait notamment pas mal parlé de l'hôpital de Phnom Penh, au Cambodge, qui a été le premier. C'est celui qui vous a donné un nouveau titre, parce que c'est l'éléphant blanc, c'est le dinosaure de l'humanitaire, mais c'est également le professeur béton. Il faut le savoir. Quand on est professeur de médecine, on n'est pas forcément habilité, ou même voire très doué ou très bon pour construire un hôpital et gérer des budgets. Et quand on se lance dans un projet comme ça, il faut savoir tout faire. Oui, la médecine, le savoir en médecine, bon, est utile, mais il faut d'autres compétences. Alors, on peut s'entourer. Ça, bien sûr, ça, c'est un travail d'équipe. Mais bâtir, j'ai découvert ce que... Alors, vous savez, l'époque coloniale, on raconte les bâtisseurs. Et c'est vrai que je me suis senti bâtisseur. Alors, après le Cambodge, il y a eu Kaboul. Après Kaboul, il y a le Sénégal, le Mozambique. Et donc, on arrive à bâtir. Alors, c'est pas simplement bâtir non, bâtir un hôpital. C'est pour soigner. Donc, il y a des règles, d'équipement, une architecture fonctionnelle qu'on a même standardisée. Et donc, je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup épaté. Un jour, un très grand chirurgien nous visite à Phnom Penh, à l'hôpital de Phnom Penh, très très grand chirurgien, Cosgrove, Cleveland Clinic, un type, vous savez, américain. Et je le fais visiter cet hôpital de Phnom Penh, et il me dit, Alain, c'est les McDonald's du cœur. Ça, vous en rêviez qu'on vous le dise, hein? Alors ça, oui, mais finalement, c'est lui qui a eu le premier mot, quand même. Ah, d'accord. C'est lui qui... Oui, parce que ça correspond exactement à ce que nous pensons maintenant. Nous voulons faire des hôpitaux standardisés, comme les McDonald's. C'est standardisé, vous savez. Avec qualité égale de soins où qu'on soit dans le monde. Voilà, voilà. Et pas de gigantisme. Il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Parce qu'un ascenseur, ça peut tomber en panne. Donc, on occupe un terrain de football et je mets des cubes que j'agence selon les cas. J'ai mon coût, j'ai mon équipement. Donc, je deviens en plus un vendeur. Car le professeur béton est aussi professeur vendeur. C'est-à-dire qu'il faut, devant un mécène, pouvoir le convaincre
qu'en un an, vous vous rendez compte qu'en un an, je peux construire quelque chose qui va prendre en charge plus de 1000 enfants par an. Je peux le faire. Voilà, ça c'est... Alors, c'est vrai, derrière bâtir, il y a un autre verbe qui est formé. Parce que bâtir, s'il n'y a pas des médecins locaux formés, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut toujours associer le fait de bâtir à celui de former. Et donc, c'est ma deuxième passion, encore une passion, c'est de former. Et il ne faut pas former aux normes occidentales. Mais non. Il faut former aux normes du pays. Et ça, un sou est un sou, tout coûte cher, excepté les salaires, vous voyez, contrairement à nous. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et en respectant aussi les philosophies, Bien sûr. les manières d'être Oui, des lieux. Parce que oui. quand on vous écoute comme ça, honnêtement, Alain Deloche, Oui. ça a l'air très simple. Bah oui, très bien, je prends un terrain, je prends un pays, je prends un terrain, je mets des cubes, je fais un hôpital, je forme, je fais venir le matos, les médicaments. Bah, mais quand on vous lit, c'est pas du tout ça ce qui se passe. Non. Ce qui se passe, c'est que l'électricité se coupe en pleine opération. Ah, oui. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de sang frais. Ça, c'est Il n'y a surtout plus de lorsqu'on le fait bon des résus missions. de sang. Non, C'est mais c'est ça. surtout lorsqu'on fait des missions. Ah oui, l'électricité, on s'y attend. Donc j'ai fini des opérations avec des lampes torches. Non, mais c'est J'ai il y a fait des ça. trucs de fou. Enfin, Oui, oui, oui. alors, on voit, il y a une très jolie séquence où vous racontez votre toute première consultation à Phnom Penh. Oui. L'hôpital n'existe pas encore. Oui. On vous a mis au théâtre, au Grand Et- Théâtre. et Et là, la parole s'est répandue que le grand professeur Blanc venait pour les enfants le cardiaques. professeur Blanc magique. Magique. Il est grand et il est magique et il est blanc. Et il va soigner vos enfants qui ont un problème au cœur. Et c'est la détresse absolue dans cette salle. Vous voyez les enfants un par un avec 3 fois rien comme matériel. Hein. Trois fois, Vous il n'y faites avait ça à pas l'oreille. d'écho. Et pas d'écho. Vous faites ça à l'oreille. C'est ubuesque cette scène. Quand Oui, on voit le confort que vous aviez, vous, à Paris, 24 heures plus tôt. Le soir de la première consultation, je me suis demandé si je n'étais pas dans l'erreur. C'est-à-dire, la tâche paraissait tellement immense que je me suis dit, là, c'est trop, c'est trop. Et en plus, je voyais des cas extrêmes, au fond, qu'on voit dans les traités de médecine d'il y a 100 ans. Mais que vous n'avez jamais vu en Europe. Ah, on n'a jamais vu, donc on apprend en plus un nouveau métier. Mais c'est là où aussi j'ai acquis ma détermination. Car il faut être déterminé, vraiment opiniâtre, déterminé. Et alors, je vous cite Bouddha, parce qu'il faut toujours faire un peu de philosophie avec vous, j'ai remarqué. C'est bien. Le but est dans le chemin. Ah, Bah, ça pourrait être le titre de l'émission. Le but est dans le chemin. Vous savez qu'on manie les silences tous les deux. Mais tout est là. Tout est là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des buts, définir un but. Bon, on peut le faire ensemble. Mais quel chemin? Et là, je me suis peu à peu préparé au chemin qui peut être long, semé d'embûches. Le chemin peut être long. Le Mali, bah oui, mais 15 ans que j'attends. en même temps, le Mali. Oui, Bah oui, oui, vous parlez d'un des pays les plus virulents. Oui, non, c'est pas comme ça que je le vois, le Mali. D'accord. Non, c'est pas comme ça que Alors je le d'abord, vois. pourquoi le Mali? À un moment, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, je vais aller à Dakar? Mais le Mali, Je vais aller au Mali. ça fait plus de 20 ans que je connais Bamako, mes collègues Ouais. de Bamako. J'ai des amis. Koumaré, chirurgien formidable que j'ai formé en partie en France. Diarra, c'est un saint, Diarra. C'est un saint. C'est un cardiologue formé aux maladies de Vous en parlez dans l'enfant, votre livre. Diarra. Et ce type, il a une liste d'attente de 2700 enfants. Enfin, il y en a qui vont pas pouvoir attendre longtemps. Voilà. Au Le fur et à terrible, mesure, il y a- Le terrible de la liste d'attente, c'est ça. La liste d'attente, c'est qu'au fur et à mesure, Décédé. décédé, sur la photo du gamin. Oui, oui. Eh bien, justement, c'est là le saint. Il continue. Il est dans une situation absurde. Parce que finalement, il remplit son cahier, son registre, et il sait qu'il n'y a pas énormément d'avenir. Mais on s'est battu, mais vraiment, pendant 15 ans avec lui. Donc, oui, j'ai décrit dans le livre tout ce chemin. Je l'ai appelé le long chemin de Bamako. Et l'année dernière, non, il y a 1 an et demi maintenant, regardez le miracle. C'est le miracle, ça.
coup de fil à la chaîne de l'Espoir. Bonjour, ici Madame Festock. Mon mari est décédé et dans ses volontés, il y a une aide qu'on vous promet pour construire un hôpital d'enfants. Plus de 2 millions d'euros. Alors j'ai dit, Madame, oui, est-ce qu'on peut penser au Mali? Pourquoi pas? En un coup de fil, le destin de Diarra va changer. Et le destin des enfants du Mali. 2700 enfants Voilà. en liste d'attente au Mali. Je ne sais pas comment vous pouvez conclure philosophiquement. Diarra au Mali, un des pays les plus pauvres du monde. Madame Festock est d'origine vietnamienne en plus. Son mari qui était quelqu'un d'extraordinaire, paraît-il, qui est parti de 3 fois rien pour faire sa vie. Nous, les enfants, tout ça, sur le plan de l'univers. Moi, je pense au père Serac qui dirait, bah oui, on s'aime dans l'univers, donc c'est normal que... ça m'interroge profondément. Alors, il y a cette Madame Festock dont vous parlez effectivement dans le livre, ces coups du sort qui font que d'un seul coup, voilà, des enfants vont être sauvés, un hôpital va sortir de terre. Et puis, alors moi, il y a une partie qui m'a émue aussi. Alors là, c'est plus sur Dakar. On est plus au Sénégal. Vous nous emmenez à un concert de Youssou N'Dour. Qu'est-ce que j'aurais voulu y être à ce concert. Je vous invite. Alors là, c'est le parrain de notre hôpital. Qui est très investi. Donc je découvre qu'il est très investi dans la chaîne de l'Espoir, qui parraine et il fait un concert. Et là, un concert caritatif, évidemment. Le but, c'est de lever de l'argent. Et bah oui, quand il y a 200 000 € qui tombent, ça fait du bien aussi. Et parce que l'humanitaire, il n'y a rien à faire. C'est de l'investissement, mais c'est de l'argent aussi. Oui. C'est le seul facteur limitant, en fait, si on réfléchit bien. Alors, bien sûr, nous avons des projets d'hôpitaux à construire. Là, c'est des sommes plus conséquentes. Mais au fond, nous vivons de dons. Et ça, c'est très important de voir ce don. Pour moi, il y a une dimension sacrée dans le don. Il y a une dimension sacrée. C'est pas un bailleur de fonds un peu anonyme. Non. C'est une personne qui fait un don. Quel que soit le montant de ce don. Pour moi, ça touche le sacré ou un lien, et on respecte beaucoup le don. On vous donne quelque chose, vous voyez, pour faire quelque chose. Et ça, c'est à la fois stimulant et ça donne quand même un fardeau. Une responsabilité, en tout cas. Oui, de responsabilité. Plus qu'un fardeau, une responsabilité. Oui, tout à fait. Je vous ai demandé, professeur Deloche, d'arriver dans cette émission avec une citation ou une devise, ou en tout cas des mots qui vous guident. On va passer à la séquence maître mot. J'ai pas dit maître chanteur, hein. J'ai bien dit maître mot. Je suis sûre que vous êtes habité par tout un tas de citations ou de mots qui ont pu être dits par d'autres. Je pense à Confucius. Et c'est une phrase scolaire comme ça, anodine, qui est essentielle dans la vie du médecin. Il est plus tard que tu ne le penses. Alors là, en médecine, c'est toutes les maladies silencieuses. C'est le moteur de toute la prévention en médecine. Mais on peut élargir la signification. Il est plus tard qu'on le pense. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple du Mali ou d'un autre pays, il est plus tard que je le pense, c'est-à-dire que c'est encore plus grave qu'on pourrait imaginer. Vous voyez, je décline cette phrase tout le temps, toutes les périodes de ma vie. Et il est plus tard qu'on ne le pense. Mais ça vous met dans une situation, un sentiment d'urgence insupportable. Ben, c'est Confucius. Ah bon, d'accord. C'est Confucius, il est comme ça. Ouais, il est comme ça. C'est à la fois stimulant, parce que plus tard que tu ne le penses, en médecine, c'est quelque chose. Ouais. Mais même quand vous voyez un enfant quelque part au Cambodge, vous pouvez dire, il est plus tard qu'on ne le pense. Que peut-être que ce que l'on constate, c'est encore plus grave. Et donc, c'est stimulant. Pour moi, je positive, quand même. C'est pas pessimiste. Il est plus tard que tu ne le penses, il faut le savoir. Et donc, ça touche même chacun d'entre nous. Le sentiment d'urgence dont je parlais, c'est vraiment un sentiment finalement qui vous a toujours accompagné, puisque de votre rapidité, soit à faire une opération, soit à construire un hôpital, va dépendre la vie de plusieurs personnes. Mais comment on fait, honnêtement, pour tenir, pour avoir les épaules en se disant « j'ai charge d'âme » comme ça?
Je sais bien que vous êtes un éléphant et qu'un éléphant ne tombe pas, soit. Mais quand voilà. même, comment on fait alors? Non, il faut être d'une opiniâtreté sans pareil. Mais comment on fait pour pas s'effondrer? Sur quoi vous vous appuyez? Sur qui Parce que je ou suis sur sûr quoi vous vous appuyez? d'avoir raison. C'est-à-dire, j'ai une conviction. Il faut être convaincu. D'ailleurs, c'est le principe des grands religieux que j'ai rencontrés sur le terrain aussi. Ils ont une conviction. Et Bergerac, c'est une question qu'il ne comprenait même pas. Ah bon? Question, vous lui posez pourquoi. Bien sûr. Il faut faire, tu sèmes dans l'univers, tu es plus que ce que tu es, et tout ça, je suis formaté maintenant, j'ai une conviction sans pareil, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Et donc, ça donne une force. C'est comme, je ne veux pas dire c'est une mission, ça serait pas loin. Oui, il y a Pas une loin. question que vous ne comprenez pas, c'est quand on vous dit, mais pourquoi tu fais ça? Ah bon. Tu pourrais rester Vous au rendez chaud, compte le retour que j'ai dans eu ton dans ma hôpital vie. public, Voilà, oui. pourquoi tu t'embêtes Oui, à faire oui, ça? oui. Et cette question, Pourquoi tu t'agites? quand on est Alain Deloche, elle est Oui. incompréhensible. Ah, je ne comprends plus. Alors, je dis souvent, pour être sûr de gagner, je me mets du côté des perdants. Comme ça va. Ça coupe court à toute discussion. Ouais. Alors, il faut qu'on parle de l'humanitaire et des mutations, et de tout ça, Alors, parce que là... qui est toute la fin de votre livre aussi. Il y a toute une réflexion sur l'humanitaire, qui est un domaine, pour ne rien vous cacher, que je ne connais pas bien. Je vois des amis s'engager de différentes manières dans l'humanitaire. Vous avez une réflexion assez incisive sur l'humanitaire, sur comment ça broie. Je n'ai pas d'autres mots. Comment ça peut broyer les gens, ceux qui partent et qui repartiront plus jamais, ceux qui partent pour faire une ligne sur un CV, ceux qui partent avec sincérité, mais finalement, derrière, il n'y a plus de fécondité. Vous avez quelle réflexion, vous, sur l'humanitaire aujourd'hui? Alors, je vais Alain vous dire, Deloche? j'ai peut-être été trop sévère, et encore, j'ai été corrigé par quelques stagiaires de Sciences Po qui étaient à la chaîne de l'Espoir, en échangeant avec ces stagiaires. Et vous savez, maintenant, presque tous les jours, j'ai une demande d'un jeune, quelquefois très jeune d'ailleurs, qui dit « je veux faire de l'humanitaire Mais ça veut tout et rien ». dire. Pas ça. forcément en médecine. Oui. Ça veut dire pour ces jeunes. Donc j'ai travaillé un peu les choses, mais pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi? Et c'est devenu une valeur dans notre société. L'humanitaire est devenu une valeur. Tant mieux. Tant mieux. C'est vrai, loin de la politique, peut-être loin de la religion, je ne sais pas. En tout cas, c'est une valeur reconnue. Alors, c'est vrai que le dinosaure que je suis rappelle quand même que faut pas fuir un problème. Il ne faut pas que ce soit une annexe du divan du psychanalyste. C'est vrai que là, il ne faut pas faire ça si on a un problème. Et ce qui me fait peur, c'est justement la professionnalisation. C'est que maintenant, certains de ces jeunes pourraient même imaginer d'en faire leur métier. Alors ça, avec Kouchner, nous, les dinosaures, on a quelques hésitations. Faire son métier dans le militaire, alors que pour nous, c'était l'engagement volontaire, bénévole, en plus de sa vie, avec notre double vie, etc. C'est vrai, quelqu'un qui dit, je vais faire mon métier, et ce sera l'humanitaire. Mais c'est en train de se passer. Voilà. Et il y a maintenant les métiers de l'humanitaire qu'on peut décliner. Logistique, gestion de projet, informatique, marketing. Et tout ça, et parce puis que toutes les grandes écoles s'y mettent. Vous avez vu, il y a des formations pour l'humanitaire, des masters en humanitaire. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que ça dit de notre société, Alain Deloche? Pardon? Qu'est-ce que ça dit de notre société, cette professionnalisation de l'humanitaire? Non, là, ça a été aussi une mutation. C'est compliqué. Comme sujet, il nous faudrait 2 heures. On les a pas. On les a il nous pas. reste 5 minutes pour traiter le sujet. En 2 mots, quand même. Il faut reconnaître que le grand débat qui avait lieu il y a quelques 25-30 ans dans l'humanitaire, il y avait ceux qui disaient qu'il faut professionnaliser et d'autres qui disaient restons des rêveurs. Il y a des pragmatiques puis des rêveurs. Donc, sauf qu'il y a des vies au bout de tout ça. Oui, il y a des vies. Non, mais c'est l'action. Ouais. Donc, moi, j'ai vu comme quelque chose de tout à fait inévitable la professionnalisation. C'est-à-dire se donner les moyens de faire quelque chose qui compte. Et au fond, il y a quelque chose de vrai, là. Quelque chose de vrai. Donc, il y a des projets importants, il y a des bailleurs de fonds
officiels, gouvernementaux ou comme venant de l'Europe, par exemple, et qui demandent des rendus budgétaires. Donc, c'est maintenant une transformation de l'aide humanitaire qui est de plus en plus efficace. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un tournant. Alors, il faut savoir que, par exemple, à la chaîne de l'espoir, on peut imaginer que s'il y a 20% d'une action médicale, il y a 80% qui sont des énergies non médicales. Et là, on retrouve gestion de projet, logisticien et tout ça. Et tout ça. Accueil, transport et tout. Donc, voilà, ça c'est un fait. Mais chaque fois, l'éléphant blanc rappelle la vérité. Il faut quand même aller sur le terrain. C'est-à-dire, j'impose presque le stage sur le terrain pour voir si c'est compatible avec votre... C'est pas un jugement d'ailleurs, si c'est compatible avec sa personnalité. C'est et son tellement engagement. Passionnant que je n'ai absolument pas vu passer cette émission. Je viens de voir vraiment qu'il nous restait malheureusement très peu de temps, Alain, pour conclure cette émission. Écoutez, on va se partager le travail. Oui. Vous allez remplir le livre d'or en direct. Vous nous Oui. lirez après ce que vous avez Oui. écrit. Voici une page blanche qui va beaucoup plaire à l'éléphant blanc. Et voici donc la séquence livre d'or. Et pendant qu'Alain Deloche remplit notre livre d'or, moi je vous représente donc ce livre totalement indispensable chez Michel Lafon, Un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur. On ne peut pas priver les enfants de tout sous prétexte qu'ils n'ont rien. Ça pourrait être le sous-titre de ce livre qui raconte, alors pas tant la vie d'Alain Deloche qui était raconté dans un autre livre précédent il y a 6 ans, que les combats qu'il mène sur le terrain, pas tout seul bien sûr, il y a des équipes, que ce soit à Phnom Penh, au Mali, à Bamako, à Dakar. Il y a des histoires incroyables d'enfants sauvés, il y a des histoires tristes aussi d'enfants qu'on n'a pas pu sauver, mais tout ce qu'on retrouve là-dedans, c'est ce mot magnifique que vous avez mis en exergue avec la chaîne de l'espoir. C'est la chaîne et c'est surtout l'espoir à travers le monde. C'est vraiment un livre totalement essentiel. Hein. C'est obligatoire même. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Alain ? C'est pas pour vous étonner. Je vais le lire moi alors. Le but est dans le chemin, a dit Bouddha. Tout ceci est vrai, a dit Alain Deloche. Qu'est-ce qu'on peut, Alain, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous déjà en tant qu'homme pour la suite ? Je crois qu'il y a un moment où on sent le désir de transmettre. Donc moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de petits éléphants blancs. Ouais. J'en rencontre déjà certains. Bah, vous faites ou certaines, ça c'est important. Hein. Des éléphantes. Oui. Les éléphantes, il faut le mettre au féminin. Mais j'espère que vous faites tout, bien sûr, et j'en suis même certaine, pour que la chaîne de l'espoir vous survive. Évidemment, c'est déjà en place, tout ça. C'est déjà en place, oui. Ouais. Mais transmettre, ça va plus loin. C'est transmettre, vous savez, en médecine, c'est très important de partager. Transmettre et partager. Voilà, et les choses se font. Et moi, je suis plutôt optimiste maintenant. On peut venir frapper à la chaîne de l'espoir en disant... Moi, je ne sais rien faire, ou du moins, je crois que je ne sais rien faire. Là, comment je peux vous aider ? Parce que là, vous risquez d'entrer dans un piège. C'est-à-dire, vous serez prise toute la journée. On vous enverra au Mali, au Sénégal, au Bangladesh. Non, bien sûr, c'est une maison ouverte. Voilà, c'est une maison ouverte. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. J'ai un petit faible, vous le savez, pour les retraités. Ah. Ça, j'ai un petit faible. Mesdames et messieurs les retraités. Jeune, on va dire ce qu'on appelle le jeune retraité. D'ailleurs, ça peut aller jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Il a toute la compétence, il n'a pas de problème, Du temps. Non, et alors en médecine, on en a beaucoup, mais dans tous les domaines. Alors, j'aime bien les jeunes aussi. J'aime bien les jeunes. Et donc tout ça. Mais de même que vous vouliez faire carrière, c'est vrai que les jeunes ont aussi des familles, des métiers à amener. Donc vous êtes tous les bienvenus. Et avec un petit focus sur les retraités, mesdames et messieurs, si vous nous entendez, l'éléphant blanc est en train de vous parler. Recruter des éléphants, son troupeau d'éléphants. Merci infiniment. Merci, Alain, on est content de vous revoir aussi en grande forme. On voit que dans la chaîne 5 ans d'espoir va bien. On se retrouve dans 5 ans.